Une mère est partie faire les courses mais n'est jamais revenue. 14 ans plus tard, sa famille découvre la raison choquante. La lumière du soleil du soir filtrait à travers les rideaux à moitié tirés du salon familial d'Orson, projetant de longues ombres sur le parquet. Dan d'Orson, aujourd'hui âgé de 50 ans, s'adaptait à son fauteuil roulant, grimaçant légèrement en déplaçant son poids. 14 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, un accident vasculaire cérébral soudain qui l'avait fait dévaler les escaliers, le laissant avec une hanche cassée et confiné à un fauteuil roulant. Malgré le temps, ses limitations physiques continuaient de lui rappeler à quel point sa vie avait radicalement changé. « Papa, tu veux une couverture ?» appela Ellie depuis la cuisine, en sortant déjà une couverture du placard de l'entrée. À 19 ans, elle était la seule de ses enfants à vivre encore à la maison, assumant la responsabilité de ses soins quotidiens avec une maturité inouïe. « Je vais bien, mon cœur », répondit Dan, la voix imprégnée d'une lassitude perpétuelle qui faisait désormais partie de sa personnalité. À quelle heure Ethan a-t-il dit qu'il serait là? Mark, le deuxième fils de Dan, âgé de 25 ans, consulta son téléphone. Il a dit vers 6 heures. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Mark avait la carrure de son père, larges épaules et même creux au menton, mais son tempérament était plus mesuré, plus pragmatique. Il travaillait comme comptable dans un cabinet du centre-ville, après avoir financé ses études grâce à des bourses et des petits boulots après la disparition de leur mère. Aldi, pourriez-vous baisser le volume, s'il vous plaît, appela Léa depuis la salle à manger, où elle mettait la table. À 23 ans, elle était devenue une jeune femme responsable qui tenait une librairie locale. Ses cheveux noirs mi-longs étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique, tandis qu'elle se déplaçait avec aisance entre la cuisine et la salle à manger. Aldi, 15 ans, affalé sur le canapé, télécommande à la main, baissait à contre-cœur le son des résumés sportifs qu'il regardait. « Je cherche juste un bon film pour ce soir », se défendit-il en parcourant les options de streaming. « Et le nouveau film de science-fiction ? Celui avec les extraterrestres qui ressemblent à des humains. »« Pas d'extraterrestres, » dit Dan avec un petit sourire. Tu sais qu'Ellie ne les aime pas. Ellie sortit de la cuisine, portant une pile d'assiettes. Les extraterrestres ne me dérangent pas. Je n'aime juste pas qu'ils explosent de la poitrine des gens pendant qu'on mange le dessert. Leur plaisanterie familière emplissait la maison de chaleur, preuve qu'ils avaient réussi à aller de l'avant en famille malgré tout. Chaque week-end, ils se réunissaient ainsi, les 5 enfants se réunissaient pour dîner, discuter et regarder un film. C'était leur rituel, leur façon d'entretenir les liens qui les avaient unis pendant toutes ces années d'absence. La table est prête, annonça Léa en reculant pour admirer son œuvre. 5 couverts étaient servis, dont un 6e en bout de table pour Ethan. Chaque assiette était parfaitement alignée, les verres remplis d'eau glacée, les serviettes soigneusement pliées à côté des fourchettes et des couteaux, chaque chose à sa place, comme leur mère le lui avait appris. « Il y a quelque chose qui sent incroyablement bon », dit Mark en se dirigeant vers la salle à manger. « Des lasagnes », répondit fièrement Ellie. « Et j'ai aussi fait du pain à l'ail. » Aldi abandonna sa recherche de film et les rejoignit à table. « On peut commencer ? Je meurs de faim. » Dan se dirigea vers sa place à table en secouant la tête. « On attend Ethan. On attend toujours que tout le monde soit là. » Mais la nourriture refroidit, se plaignit Aldi en regardant le plat fumant au centre de la table. « Je l'appellerai », proposa Mark, déjà en train de composer le numéro de son frère. Au bout d'un moment, il fronça les sourcils. Pas de réponse aux messageries vocales. Ils restèrent assis en silence tandis que les minutes s'écoulaient. Les lasagnes cessèrent de fumer, la glace dans leur verre d'eau commença à fondre. Dan consulta sa montre à plusieurs reprises, des rides d'inquiétude se creusant sur son front. Au moment où Léa allait suggérer qu'il commence sans Ethan, ils entendirent le bruit d'une voiture s'engager dans l'allée, suivie d'une portière claquée. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Ethan se précipita à l'intérieur, le visage de trentenaire rouge d'excitation et d'inquiétude. Son apparence habituellement soignée était débraillée, cravate desserrée, bouton du haut défait, cheveux noirs tombant sur son front. Il jeta un coup d'œil circulaire dans la salle à manger,
s'imprégnant de la scène où sa famille, attablée, l'attendait. Désolé, je suis en retard, dit-il à bout de souffle, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence, une tension qui mit immédiatement tout le monde en alerte. C'est bon, nous étions sur le point de... commença Dan, mais Ethan l'interrompit. J'ai trouvé quelque chose, lâcha-t-il en tirant sa chaise mais en restant debout. À propos de maman. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément, la température sembla baisser de plusieurs degrés. Les épaules se crispèrent, les visages se durcirent. J'ai reçu un appel de l'inspecteur Van aujourd'hui, continua Ethan en tâtonnant avec son téléphone. Ils ont trouvé quelque chose. Je dois te montrer. Assieds-toi, Ethan, dit Dan fermement. On t'attendait. Le repas refroidit. Papa, tu ne comprends pas. C'est important, dit Ethan, debout, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Donne-moi juste une minute, intervint Marc d'une voix calme mais autoritaire. Mangeons d'abord. Quoi que ce soit, ça peut attendre après le dîner. Ethan regarda autour de la table, cherchant désespérément un allié, mais n'en trouva aucun. Léa examinait son assiette, Ellie se mordait nerveusement la lèvre, et Aldi le fixait avec un mélange d'agacement et de gêne. On en a parlé, dit Léa doucement. On a convenu de ne plus parler de maman, pas pendant les moments en famille. Mais là, c'est différent, insista Ethan. La police a trouvé suffisamment de... La voix de Marc s'éleva brusquement. On sait ce qui s'est passé. Elle nous a quittés. Elle n'en pouvait plus, l'accident de papa, les frais médicaux, 5 enfants à élever seuls. Elle a rencontré quelqu'un d'autre et est partie. Ce n'est pas vrai, rétorqua Ethan. Maman ne. Mais elle l'a fait, n'est-ce pas, intervint Léa, son calme apparent se brisant. Papa est en fauteuil roulant, on croule sous les dettes à cause de ses factures médicales, et soudain, elle disparaît sans laisser de traces. Comment appellerais-tu ça? 14 ans, Ethan, ajouta Marc d'une voix légèrement plus douce. 14 ans sans un mot, pas d'appel, pas de lettre, rien. De quelle preuve supplémentaire as-tu besoin? L'échange houleux s'intensifia, les voix se chevauchant tandis que des années de douleur et de ressentiment remontaient à la surface. Aldi se recroquevilla sur son siège tandis qu'Ellie regardait, impuissante, ses frères et sœurs se disputaient. Ça suffit. La voix de Dan résonna dans la pièce, immédiatement suivie d'une toux sifflante qui le plia en deux dans son fauteuil roulant. La bagarre cessa aussitôt. Ellie bondit pour tapoter le dos de son père et lui offrir de l'eau tandis que la toux s'apaisait. « Je suis désolée, papa, murmura-t-elle avant de s'adresser à ses frères et sœurs. S'il vous plaît, ne faisons pas ça. Papa a attendu ce soir avec impatience toute la semaine. On lui manque. On ne pourrait pas juste dîner tranquillement? Un lourd silence s'installa sur la table, rompu seulement par la respiration saccadée de Dan alors qu'il se remettait de sa quinte de toux. D'accord, dit finalement Ethan en se laissant glisser sur sa chaise, la mâchoire serrée par la frustration. Mais sachez tous que ce n'est pas une piste sans issue. La police a retrouvé la voiture de maman, elle était submergée par une rivière. Malgré leur détermination à le congédier, cette révélation a fait lever toutes les têtes. Quoi? La voix de Dan était à peine audible. L'inspecteur Van m'a appelé cet après-midi, continua Ethan, flairant l'ouverture. Ils ont retrouvé sa voiture dans une rivière. C'est pour ça que j'étais en retard. J'étais au téléphone avec lui pour obtenir des détails. Dan se tourna vers Ellie. Prends mon téléphone sur la table basse, s'il te plaît. Elle le récupéra rapidement, regardant son père parcourir ses notifications d'une main tremblante. Son visage pâlit, 4 appels manqués de l'inspecteur Van. Il confirma en levant les yeux vers Ethan, ont-ils trouvé son corps? Ethan secoua la tête. Je ne sais pas. L'inspecteur a dit qu'ils étaient encore en train d'analyser la scène. Il a dit que ça aiderait si on pouvait venir sur place. La famille échangea des regards, le dîner fut oublié tandis que la réalité de ce nouveau développement s'installait.
On devrait manger quelque chose d'abord, suggéra Ellie, rompant le silence stupéfait. Son côté pratique prit le dessus tandis qu'elle regardait son père avec inquiétude. Papa doit prendre ses médicaments avec de la nourriture, et ça ne prendra que quelques minutes. Marc acquiesça d'un signe de tête. Elle a raison. Mangeons vite, et ensuite on pourra y aller. Ils mangèrent dans un silence profond. Les lasagnes, autrefois appétissantes, leur semblaient désormais fades, tandis que les fourchettes raclaient les assiettes et qu'ils se dépêchaient de terminer le repas, l'esprit bourdonnant de questions qu'aucun n'osait exprimer à voix haute. Après avoir suffisamment mangé pour justifier leur départ, Marc et Aldi commencèrent à débarrasser la table tandis que Léa et Ellie aidaient Dan à se préparer pour cette sortie imprévue. Ellie rassembla ses médicaments et une couverture, tandis que Léa récupérait son portefeuille et son téléphone. « Tu es sûr de vouloir y aller, papa ?» demanda doucement Ellie en l'aidant à ajuster son pull. « On pourrait rester ici pendant que les autres vérifient ?» Dan secoua fermement la tête. « Il faut que je sois là. » Dehors, la nuit tombait, une fraîcheur s'installant, absente lors du dîner. Le vieux SUV familial, aménagé pour accueillir le fauteuil roulant de Dan, attendait dans l'allée de leur modeste maison de plain-pied, style ranch, en périphérie de la ville, entouré de chênes centenaires qui avaient été témoins des joies et des peines de la famille pendant des décennies. Ethan et Marc aidèrent prudemment leur père à descendre de son fauteuil roulant et à s'installer sur le siège passager, pliant le fauteuil et le rangeant à l'arrière. Léa, Ellie et Aldi montèrent au milieu tandis qu'Ethan prenait place au volant. « Je conduis », dit-il en ajustant les rétroviseurs. « Je sais exactement où nous allons. » En sortant de l'allée en marche arrière, Ethan ne put s'empêcher de remarquer l'aspect de la maison vue de l'extérieur, la lumière du porche allumée, la douce lueur des fenêtres se déversant sur la pelouse. Elle ressemblait à n'importe quelle maison familiale par une soirée tranquille, aucun passant ne devinerait l'agitation qui régnait entre ces murs ni l'absence béante qui avait marqué leur vie pendant 14 ans. La voiture a roulé dans les rues familières de leur petite ville, passant devant le lycée où les 5 enfants avaient été scolarisés, devant l'épicerie où leur mère était censée être allée le jour de sa disparition. « Que vous a dit exactement l'inspecteur Van ?» demanda Dan, brisant le silence qui régnait dans la voiture. « Pas grand-chose », répondit Ethan, gardant les yeux sur la route. « Juste qu'ils ont trouvé la voiture de maman dans une rivière alors qu'ils enquêtaient sur autre chose. » Il n'a pas donné de détails au téléphone. « Après tout ce temps », murmura Léa depuis la banquette arrière. « Pourquoi maintenant ?» Personne n'avait de réponse. Le téléphone d'Ethan vibra, un message arrivait. « C'est l'inspecteur », dit-il en y jetant un bref coup d'œil. Il envoie la position exacte. C'est à Miller Lake. C'est à presque 30 minutes d'ici, remarqua Marc. Que faisait la voiture de maman là-bas? Une hypothèse tacite flottait dans l'air. Le lac Miller était isolé, retiré ou le genre d'endroit où l'on pourrait aller pour ne pas être retrouvé. Le reste du trajet se déroula dans un silence gêné, chaque membre de la famille perdu dans ses pensées. En quittant la ville, les lampadaires se firent plus rares et la route se rétrécit. Ethan alluma ses feux de route tandis qu'il s'engageait sur une route d'accès non goudronnée qui serpentait à travers une forêt dense en direction du lac. Le SUV rebondissait et cahotait sur le terrain accidenté, forçant Ethan à ralentir sur le chemin creusé d'ornières. Après quelques minutes, les arbres s'écartèrent pour révéler la surface scintillante du lac Miller, ses eaux sombres reflétant les gyrophares des véhicules de police stationnés le long de la rive. Ethan se gara aussi près que possible des lieux. « Es-tu prêt ?» demanda-t-il à son père. Dan hocha la tête, le visage figé par une détermination farouche. Marc et Léa l'aidèrent à descendre de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant, tandis qu'Ellie posait une main sur son épaule pour le soutenir. En ouvrant les portières, l'odeur les frappa immédiatement, de l'eau stagnante, de la boue, et quelque chose d'autre, quelque chose de désagréable qui évoquait des choses longtemps submergées et récemment dérangées. Aldi fronça le nez, se tenant légèrement en arrière tandis que ses frères et sœurs aînés poussaient le fauteuil roulant de leur père vers le périmètre de police. La terre humide rendait la poussée du fauteuil difficile, et Marc et Léa durent collaborer pour aider Dan à traverser le terrain accidenté, les roues s'enfonçant parfois dans la boue meuble. Ellie resta près de son père,
le bras croisé, tandis qu'il s'approchait des forces de l'ordre rassemblées. Ethan marchait devant sa famille, scrutant la foule à la recherche d'un visage familier. Il aperçut l'inspecteur Van, debout près du bord de l'eau, plongé dans une conversation avec un officier en uniforme. L'inspecteur était un homme trapu d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, et affichait l'expression perpétuellement fatiguée de quelqu'un qui en avait trop vu dans sa carrière. « Inspecteur Van » cria Ethan en s'approchant à grands pas. L'inspecteur se retourna, la reconnaissance se lisant sur son visage buriné. « Ethan, tu as réussi. » Son regard passa d'Ethan à celui du reste de la famille qui traversait la rive boueuse. « Je vois que tu as amené tout ce qu'il fallait. »« Que as-tu trouvé ?» demanda Ethan. L'inspecteur Van fit un geste vers le lac, où une dépanneuse était stationnée, son puissant œil ayant déjà terminé son travail. Sur la rive, ruisselante d'eau du lac et recouverte de vases et de plantes aquatiques, se trouvait une voiture ou ce qu'il en restait. Malgré les années passées sous l'eau, il était impossible de ne pas reconnaître la berline bleue délavée qui avait appartenu à Catherine Dawson. « Nous l'avons trouvée en début d'après-midi », expliqua l'inspecteur Van tandis que le reste de la famille les rejoignait. « À vrai dire, nous ne le cherchions pas. Un hélicoptère ratissait la zone dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Le pilote a repéré quelque chose qui se reflétait dans le lac, vu d'en haut. Dan fixait le véhicule gorgé d'eau, le visage indéchiffrable. « Avez-vous trouvé ?» Il ne put terminer sa question. « Pas de corps », répondit l'inspecteur Van, comprenant la question non posée. « C'est ça qui est étrange. La voiture était vide quand on l'a arrêtée. » Vide, répéta Marc, surpris. « Tu es sûr ? » Complètement vide, confirma le détective. « Mais nous avons trouvé des objets intéressants à l'intérieur. »« Quel genre d'objets ?» demanda Ethan avec empressement. L'inspecteur Van fouilla dans sa poche et en sortit un sac scellé contenant une photo endommagée par l'eau. Elle se trouvait dans la boîte à gants, scellée dans un sac plastique qu'il a quelque peu préservé. « C'est une photo de votre mère. » Dan tendit les mains tremblantes pour prendre le sac, fixant l'image fanée de Catherine souriant sans souci dans un instant capturé avant sa disparition. « Il y avait autre chose », poursuivit l'inspecteur d'un ton plus prudent. « Nous avons trouvé des objets appartenant à un homme, une paire de lunettes de soleil, une casquette de baseball et un reçu à son nom. »« Je le savais », dit soudain Léa d'une voix amère. « Elle s'est enfuie avec quelqu'un. »« Ce n'est pas juste. » Ethan protesta aussitôt. « On ne sait pas. »« Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, Marc ? » La voiture de maman au fond d'un lac, les affaires d'un homme à l'intérieur, aucune trace de maman elle-même mais il est clair qu'elle a mis en scène sa propre disparition, a lancé Marc. « Notre enquête suggère que la voiture a été délibérément coulée. » L'inspecteur Van a ajouté, « Il n'y a aucun dommage correspondant à un accident. » Les vitres étaient baissées, ce qui a permis au véhicule de se remplir d'eau et de couler. Il n'y a aucune trace de violence ou d'acte criminel. Elle savait que ce qu'elle faisait était illégal, dit Léa en croisant les bras. Abandonner ses enfants mineurs, elle ne pouvait pas s'en sortir sans conséquence, alors elle a fait comme si quelque chose lui était arrivé. C'est absurde, rétorqua Ethan. Maman ne nous abandonnerait jamais. Il doit y avoir une autre explication. Aldi, restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. Pourquoi nous quitterait-elle alors que papa avait le plus besoin d'elle? Alors que nous avions tous besoin d'elle? Parfois, les gens craquent, dit Marc doucement. La pression devient trop forte, les factures médicales de papa, 5 enfants à élever, aucune aide. Elle a trouvé une solution et elle l'a saisie. Ethan se tourna désespérément vers l'inspecteur Van. Vous n'y croyez pas vraiment, n'est-ce pas? Après toutes ces années, il doit y avoir autre chose. L'inspecteur soupira lourdement. Je fais ce travail depuis 27 ans, Ethan. J'ai déjà vu ça, des gens disparaissent par pur plaisir, et ils se donnent beaucoup de mal pour effacer leurs traces. Mais pourquoi retrouver la voiture maintenant? Dan demanda d'une voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Après 14 ans. Comme je l'ai dit, nous ne la cherchions pas,
expliqua l'inspecteur Van. Nous effectuions une surveillance aérienne pour une opération antidrogue dans la région et l'hélicoptère a repéré la voiture d'en haut. On peut parfois voir des objets sous l'eau sous cet angle, surtout lorsque le soleil tape juste une pure coïncidence. Il sortit un autre sac contenant un petit objet endommagé par l'eau. C'est ce qui a permis d'identifier la voiture comme étant celle de votre mère, son permis de conduire était dans la console centrale, avec cette photo de famille. Dan prit le deuxième sac de preuves, fixant le portrait de famille endommagé par l'eau mais toujours reconnaissable, lui-même, Catherine et ses 5 enfants, pris quelques mois seulement avant sa disparition et son accident. Et maintenant, demanda Marc, son sens pratique s'affirmant. L'inspecteur Van se frotta la nuque. Nous allons examiner la voiture en détail, voir si nous pouvons trouver d'autres preuves, mais je dois être honnête avec vous, cette affaire date de 14 ans. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour mener une enquête approfondie, à moins de trouver des indices indiquant clairement un acte criminel. C'est tout, demanda Ethan. Tu vas juste supposer qu'elle s'est enfuie et oubliée? Je n'ai pas dit ça, répondit patiemment l'inspecteur. Mais les preuves pointent dans une direction précise, aucune trace de lutte, pas de corps, naufrage volontaire du véhicule, effet personnel masculin dans la voiture. Cela était la thèse d'un départ volontaire. Je peux vous fournir des copies de toutes les preuves que nous avons recueillies, si vous le souhaitez, ajouta-t-il en regardant la famille autour de lui. Photos, inventaire, nos conclusions préliminaires. À quoi bon, dit Léa d'une voix creuse. Ça ne changera rien. Dan, qui était resté silencieux jusque-là, prit soudain la parole. Ellie, j'aimerais rentrer à la maison. Je suis fatigué. Bien sûr, papa, dit doucement Ellie en se déplaçant derrière son fauteuil roulant. Fais ce que tu veux avec la voiture. Nous vivons avec ce mystère depuis 14 ans, a déclaré Dan à l'inspecteur Van. Je ne suis pas sûr que découvrir la vérité maintenant nous apportera la paix. La famille commença à se détourner, mais Ethan resta figé sur place. J'aimerais ces copies, dit-il fermement. L'inspecteur Van hocha la tête et sortit une enveloppe en papier craft de son véhicule. Je les avais préparées au cas où. Il y a aussi une enveloppe séparée contenant des copies de certains objets trouvés dans la boîte à gants. Mon équipe a tout photographié dès que nous avons sorti la voiture. Il tendit l'enveloppe à Ethan, puis posa une main compatissante sur son épaule. J'ai travaillé sur des dizaines d'affaires de disparition au fil des ans. C'est souvent l'aîné qui a le plus de mal à lâcher prise. J'espère que ces mots t'aideront à tourner la page, mon fils. Ethan fixa l'enveloppe dans ses mains. Merci. En retournant vers sa famille qui l'attendait près de leur voiture, il sentit le poids des preuves physiques et émotionnelles peser sur lui. Malgré ce que tout le monde semblait croire, Ethan ne pouvait accepter que sa mère les ait simplement abandonnés. Il devait y avoir plus derrière cette histoire, et peut-être que les réponses se trouvaient dans l'enveloppe qu'il serrait maintenant contre sa poitrine. La famille remonta dans le SUV, l'impatience passée se transformant en un silence pesant. Marc se glissa au volant, prenant cette fois les clés des mains d'Ethan sans un mot. Je conduis, dit-il simplement en démarrant le moteur tandis que les autres s'installaient. Ethan grimpa au dernier rang, s'appropriant la place pour examiner le contenu de l'enveloppe. Alors que la voiture s'éloignait du lac Miller, il alluma la lampe de poche de son téléphone et commença à éplucher les papiers. Les premières pages étaient des rapports de police classiques, description de l'opération de récupération, inventaire des objets retrouvés dans la voiture, photographie du véhicule sous différents angles montrant son état de détérioration après 14 ans sous l'eau. Ethan étudia chaque page attentivement, cherchant tout ce qui pourrait contredire le récit de l'abandon, mais ne trouvant rien qui puisse étayer sa croyance en la dévotion de sa mère. Marc conduisait plus agressivement qu'Ethan sur le chemin du lac, prenant les virages brusquement et accélérant fortement dans les lignes droites. Les bousculades empêchaient Ethan de se concentrer sur les documents. « Pourriez-vous ralentir un peu » a-t-il crié à l'avant, mais Marc n'a pas entendu ou a choisi de l'ignorer. Après quelques minutes supplémentaires passées à essayer de lire malgré les rebondissements et les balancements, Ethan remit à contre-cœur les papiers dans l'enveloppe, décidant d'attendre qu'il rentre à la maison, ou mieux encore, qu'il soit seul dans son propre appartement,
où il pourrait tout étudier correctement sans les regards critiques de ses frères et sœurs. Le trajet de retour vers la maison de leur père se déroula dans un silence pesant, seul résonnait le ronronnement du moteur et les soupirs occasionnels de Dan, assis sur le siège passager. Lorsqu'ils s'engagèrent enfin dans l'allée, la lumière du Porsche toujours allumée, Aldi fut le premier à apaiser la tension. « On regarde toujours un film ?» demanda-t-il prudemment en jetant un coup d'œil à sa famille. « On n'est pas obligé de finir la soirée comme ça, si ?» La question resta en suspens un instant avant que Léa hoche lentement la tête. « Je pense que ce serait bien. On a encore du dessert qui nous attend, et ce serait dommage de gâcher la soirée. » « Papa ?» Ellie regarda son père pour obtenir confirmation. Dan parvint à esquisser un petit sourire. « Oui. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une distraction. » Ils aidèrent Dan à remonter dans son fauteuil roulant et entrèrent. Marc et Léa se dirigèrent directement vers le salon, allumant la télévision et parcourant les options, tandis qu'Ellie se dirigeait vers la cuisine pour récupérer la tarte aux pommes qu'elle avait préparée plus tôt. Aldi erra, hésitant, entre les groupes avant de rejoindre ses aînés devant la télévision. Ethan resta près de la porte, l'enveloppe toujours serrée dans ses mains. « Je ne reste pas » a-t-il annoncé. Les autres se tournèrent vers lui. « Que veux-tu dire ?» demanda Dan. « Je rentre chez moi » répondit Ethan. « Je veux examiner ces dossiers en détail. Il pourrait y avoir quelque chose d'important. » Ethan, interrompit Marc. Sa voix était teintée d'exaspération, « Laisse tomber. On a enfin des réponses après 14 ans. Ce n'est pas ce qu'on voulait entendre, mais au moins, maintenant, on sait qu'on ne sait rien. » Ethan a insisté, « Tout ce que nous avons, c'est une voiture dans un lac et un tas d'hypothèses. »« Restez, s'il vous plaît, » dit Ellie doucement. « Juste pour le film. On pourra en parler demain, quand tout le monde aura eu le temps d'assimiler la situation. » Ethan regarda sa sœur cadette, le visage ouvert et suppliant, puis son père, légèrement affalé dans son fauteuil roulant, l'air plus âgé et plus fatigué qu'il ne l'était quelques heures auparavant. L'espace d'un instant, il envisagea de céder ou de rester assis devant un film qu'il refusait de regarder, faisant semblant que tout allait bien, tandis que son esprit se bousculait de questions. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Je dois le faire. » Sans attendre d'autres objections, il franchit la porte et se dirigea vers sa voiture. Par la fenêtre, il vit sa famille rassemblée autour de la télévision, installée à leur place habituelle, Dan dans son fauteuil roulant, au bout du canapé, Ellie perchée sur l'accoudoir à côté de lui, les autres répartis sur les autres meubles. Ethan resta un moment assis dans sa voiture, les clés sur le contact, mais le moteur pas encore démarré. « Où es-tu, maman ?» murmura-t-il dans le véhicule vide. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu nous as vraiment quittés ?» Il s'essuya les yeux, furieux des larmes qui menaçaient de couler. « J'étais l'aîné, » murmura-t-il. « Après l'accident de papa, c'est moi qui ai dû prendre le relais. J'ai trouvé un travail au lieu d'aller tout de suite à l'université. J'ai aidé les enfants. J'ai tout fait pour que nous soyons unis et maintenant, ils me détestent tous parce que je refuse d'accepter que tu nous aies abandonnés. » Prenant une grande inspiration pour se calmer, Ethan démarra le moteur et alluma la lumière intérieure. Il ouvrit à nouveau l'enveloppe, étalant les documents sur le siège passager. Cette fois, il remarqua une enveloppe plus petite à l'intérieur, simplement étiquetée « Divers ». Curieux, il l'ouvrit et découvrit des photocopies d'effets personnels et de documents récupérés dans la voiture. Parmi eux se trouvait une sorte de contrat de location bien que illisible à cause des dégâts des eaux, il était encore partiellement lisible. Ethan le fixa, perplexe. Il était daté d'environ 3 mois après la disparition de sa mère, mais le nom inscrit sur le bail n'était pas Catherine Dawson. Il portait un nom inconnu, Elizabeth Carter. Ce qui retint cependant l'attention d'Ethan, ce fut la signature au bas de la page. Bien que décolorée et floue, il reconnut immédiatement l'écriture caractéristique de sa mère, le même C en boucle qu'elle utilisait pour signer ses autorisations d'école, le même plongeant qui figurait sur toutes ses listes de courses. « Elizabeth Carter » murmura-t-il en fixant la signature.
Maman avait utilisé un faux nom. Le cœur battant, Ethan étudia le document plus attentivement. Une adresse était indiquée sur le bail. Sortant son téléphone, il saisit rapidement l'adresse dans une application de cartographie. La vue satellite montrait une propriété située dans ce qui semblait être une zone industrielle en périphérie de la ville, à des kilomètres de leur domicile et loin de toute zone résidentielle. Ce n'était ni une maison ni un immeuble, mais ce qui semblait être un entrepôt ou un entrepôt dans une zone dominée par des bâtiments industriels similaires. Ça n'a aucun sens, murmura-t-il. Pourquoi maman louerait-elle un entrepôt sous un faux nom? Puis il remarqua autre chose sur le bail, le nom de Raymondos. Le nom lui semblait vaguement familier, mais Ethan ne parvint pas à le retrouver immédiatement. Il le tapa dans un moteur de recherche, et les résultats lui glacèrent le sang. De nombreux articles de presse datant de plusieurs années apparurent, l'homme d'affaires local Raymondos interrogé dans une enquête pour blanchiment d'argent, Dos blanchi des accusations de fraude faute de preuves, les propriétés de Raymondos liées à des opérations de prêts illégales. Ethan parcourut plusieurs de ces articles, reconstituant le portrait d'un homme agissant aux limites de la légalité ou quelqu'un impliqué dans des pratiques de prêts abusives et d'autres transactions commerciales douteuses que les forces de l'ordre n'avaient jamais vraiment pu prouver. Il regarda la maison où, par la fenêtre, il pouvait voir sa famille regarder le film ensemble. Un instant, il envisagea de retourner à l'intérieur pour leur montrer ce qu'il avait découvert, mais il savait qu'ils ne l'écouteraient pas. Ils avaient pris leur décision concernant ce qui était arrivé à leur mère, et aucun bail ni aucun propriétaire suspect n'y changerait quoi que ce soit. Je m'en occupe moi-même, décida Ethan en enclenchant la marche arrière et en quittant l'allée. Plutôt que de se diriger vers son appartement, il pointa la voiture vers l'adresse indiquée sur le contrat de location, déterminé à découvrir quel lien sa mère entretenait avec Raymondos et pourquoi elle louait un entrepôt sous un faux nom. Le GPS guida Ethan à travers des rues qui cédèrent peu à peu la place à des routes moins entretenues. À mesure qu'il approchait de la zone industrielle, l'éclairage public se faisait plus rare et les bâtiments plus délabrés, des usines abandonnées aux vitres brisées, des entrepôts entourés de grillages surmontés de barbelés, et, de temps à autre, des relais routiers ouverts toute la nuit projetant des flaques de lumière fluorescentes crues sur des parkings vides. Après 20 minutes de route, le GPS annonça qu'il était arrivé à destination. Ethan ralentit, observant par le pare-brise un bâtiment délavé d'un seul étage, en retrait de la route. Une enseigne défraîchie était accrochée de travers au-dessus de l'entrée, remise à neuf de meubles de qualité. Il s'engagea sur le parking en gravier et se gara à quelques pas du bâtiment. L'endroit semblait opérationnel, mais à peine, une faible lumière brillait à l'intérieur, et un vieux pick-up était garé près d'une entrée latérale. Tandis que ses phares éclairaient la façade, il constata que les fenêtres étaient obstruées de l'intérieur, empêchant toute vue sur l'intérieur. Il coupa le moteur, mais resta dans la voiture, réfléchissant à sa prochaine action. Il n'avait pas planifié aussi longtemps à l'avance, n'avait pas pensé à ce qu'il ferait une fois sur place. Il était presque 22 heures, et il doutait que quelqu'un travaille aussi tard, pourtant il y avait visiblement quelqu'un à l'intérieur. Alors qu'il hésitait entre s'approcher du bâtiment ou rentrer à la lumière du jour, une silhouette surgit d'une porte latérale, un homme d'un certain âge, portant une tasse fumante dans un récipient en plastique. L'homme remarqua immédiatement la voiture d'Ethan et s'approcha d'elle d'un pas mesuré et posé. L'instinct d'Ethan le poussait à s'éloigner, mais quelque chose lui disait que c'était peut-être sa seule chance d'en apprendre davantage sur cet endroit et son lien avec sa mère. Il baissa sa vitre à l'approche de l'homme. L'agent de sécurité, car tel semblait être son rôle, était plus âgé qu'Ethan ne l'avait d'abord imaginé ou peut-être la soixantaine, mais il se déplaçait avec l'assurance et la force d'un homme beaucoup plus jeune. Malgré l'heure tardive et la fraîcheur, il ne portait qu'une veste légère sur une chemise d'uniforme sans logo. Son visage était buriné mais alerte, son regard perçant évaluant Ethan. « Bonsoir », dit l'homme d'une voix étonnamment cordiale. « Vous avez perdu ? Peu de gens se retrouvent ici à cette heure-ci, à moins d'avoir pris un mauvais chemin. » Ethan hésita, calculant rapidement sa stratégie. La vérité lui semblait trop risquée. Il ne pouvait pas simplement annoncer qu'il enquêtait sur le lien entre sa mère, disparue depuis longtemps, et cet endroit. Il opta plutôt pour un mensonge plausible.
Je crois que tu avais raison, j'ai peut-être raté un virage, répondit Ethan avec une désinvolture forcée. Mais en passant, j'ai remarqué cet endroit. Voyez-vous, je dirige une petite entreprise et je cherchais un local d'entreposage dans le coin. Je sais qu'il est tard, mais j'ai vu la lumière allumée et je me suis dit que j'allais y jeter un œil. Le garde prit une gorgée de café, observant Ethan par-dessus le bord de la tasse. Ce n'est pas à vendre, si c'est ce que vous vous demandez. À qui appartient-il? Demanda Ethan, essayant de paraître simplement curieux. Arvedos, répondit le garde. Le cœur d'Ethan fit un bond à ce nom familier. Arvedos? Je ne crois pas en avoir entendu parler, dit Ethan. Le garde haussa un sourcil. Fils de Raymondos. Vous n'avez jamais entendu parler de Raymondos? Ethan secoua la tête, feignant l'ignorance. Aurais-je dû? Raymond possédait la moitié des propriétés industrielles du secteur, expliqua le garde. Il est décédé il y a quelques années. Son fils Harvey a repris l'affaire. Je vois, dit Ethan, l'esprit s'emballant. Y a-t-il un moyen de contacter Harvey? Si ce n'est pas pour acheter la maison, peut-être pour discuter d'une location partielle? Le garde ricana. Harvey est un homme réservé. Il ne traite pas directement avec les gens, surtout pas avec ceux qui débarquent sans prévenir en dehors des heures de travail. Puis-je parler à quelqu'un d'autre? Un responsable ou un représentant, peut-être demain. Le garde sembla réfléchir un instant. Je vais vous dire. Revenez demain pendant les heures de bureau et demandez Ronald. C'est lui qui gère les affaires d'Harvey ici. Ronald, répéta Ethan en mémorisant le nom. Il sera certainement là demain. Je suis sous ses ordres et j'ai son numéro. Je peux lui dire ce soir que quelqu'un est intéressé. Ce serait super, dit Ethan d'un ton posé, sans donner son numéro. Je passerai demain. Le garde hocha la tête et prit une autre gorgée de café. Ronald aime traiter les affaires en face à face, sachez-le. Il n'apprécie pas que les gens amènent des personnes extérieures ou des partenaires à ses premières réunions, il préfère d'abord évaluer les gens individuellement. Je comprends, répondit Ethan. Je viendrai seul. Il s'apprêtait à remonter sa vitre lorsqu'une pensée lui traversa l'esprit, s'il partait maintenant, il n'aurait rien appris de concret, juste la confirmation que la famille Doss était toujours propriétaire de la propriété. Prenant un risque calculé, il appela le garde, qui avait déjà commencé à s'éloigner. Encore une chose, dit-il. Je suppose que vous n'avez jamais entendu parler d'une femme nommée Elizabeth Carter dans le coin. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le comportement du garde changea complètement, ses épaules se raidirent et son visage se figea en un masque inexpressif. L'aimable agent de sécurité disparut, remplacé par quelqu'un de bien plus dangereux. Tu dois partir, dit-il d'un ton neutre, toute prétention à l'amitié ayant disparu. Ethan, réalisant qu'il avait trop joué, mais refusant de reculer complètement, insista. J'ai juste besoin de savoir si. Le garde se déplaça avec une rapidité surprenante, se rapprochant de la voiture en deux longues enjambées. Il posa ses mains burinées sur le bord de la vitre entr'ouverte d'Ethan et se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Tu veux des fantômes? Demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Tu es au bon endroit. Elle ne voulait pas être retrouvée. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Que veux-tu dire? Demanda-t-il en s'efforçant de garder une voix ferme. Qui ne voulait pas être retrouvé? Le garde se redressa et serra les phalanges contre le cadre de la portière. Si tu veux en parler aussi, viens voir Ronald demain, mais je te le déconseille. Il frappa de nouveau au châssis de la voiture. Tu ferais mieux d'y aller maintenant. Ethan hésita un instant avant de passer la marche arrière. Il recula lentement, observant le garde immobile, le traquant d'un regard froid jusqu'à ce qu'Ethan fasse demi-tour et s'éloigne. Son esprit s'emballait tandis qu'il regagnait la ville. Le garde avait clairement reconnu Elizabeth Carter, le faux nom de sa mère, et sa réaction confirmait qu'Elizabeth, ou Catherine, avait un lien avec cet endroit. Mais que voulait-il dire par fantôme?
Et pourquoi avait-il dit qu'elle ne voulait pas être retrouvée si ce n'était pour confirmer que sa mère avait volontairement disparu? Tout cela n'avait aucun sens. Pourtant, pour la première fois en 14 ans, Ethan sentit qu'il était enfin sur la piste de quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui était arrivé à sa mère. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h35 tandis qu'Ethan retournait vers la ville, ses pensées se perdant dans un tourbillon chaotique de questions et de théories. Les implications semblaient confirmer ce que ses frères et sœurs croyaient, leur mère avait choisi de disparaître. Mais quelque chose dans la réaction du garde, ce soudain changement d'attitude amicale vers une attitude menaçante, suggérait que l'histoire ne se limitait pas à une simple femme quittant sa vie. Ethan savait qu'il devait partager ce qu'il avait découvert avec sa famille, mais après leur réaction au dîner et au lac, il doutait qu'ils l'écoutent. Chacun à leur manière, ils avaient accepté l'abandon de leur mère, Mark était devenu pragmatique et responsable, Léa s'était endurcie face à de nouvelles déceptions, Ellie avait canalisé son énergie pour prendre soin de leur père, et Aldi, qui avait à peine 1 an lorsque Catherine avait disparu, ne l'avait jamais vraiment connue. Aucun d'eux ne voulait rouvrir de vieilles blessures, sauf Ethan, qui n'avait jamais accepté le récit de l'abandon. Il y avait cependant quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par ce qu'il avait trouvé. Ethan s'arrêta sur le bord de. La route semblait déserte lorsqu'Ethan trouva la carte de l'inspecteur Van dans son portefeuille. Il hésita avant de composer le numéro, conscient de la réaction de l'inspecteur s'il apprenait qu'Ethan était parti enquêter seul. Finalement, il décida que l'information était trop importante pour la garder pour lui. Le détective répondit à la 4e sonnerie, la voix engourdie par le sommeil. Ici les fourgons. Inspecteur, c'est Ethan Dawson. Désolé de vous appeler si tard. Il y eut un bruissement, comme si le détective était assis dans son lit. Ethan, tout va bien? J'ai trouvé quelque chose dans les copies de preuves que vous m'avez remises, dit Ethan, décidant de dire la vérité. Il y avait une sorte de contrat ou de bail dans l'enveloppe d'hiver. L'adresse indiquait un entrepôt loué au nom d'Elizabeth Carter, mais la signature, c'est bien celle de ma mère. J'ai vu ça, confirma l'inspecteur Van, l'air plus réveillé. Ça a attiré mon attention aussi. Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné plus tôt, demanda Ethan, incapable de dissimuler son accusation. Parce que ça correspond à ce que nous soupçonnions déjà, répondit patiemment l'inspecteur. Les personnes qui disparaissent volontairement se créent souvent de nouvelles identités. Elles louent des logements sous de faux noms, se construisent une nouvelle vie. Mais ce n'est ni une maison ni un appartement, insista Ethan. C'est un entrepôt dans une zone industrielle, et le propriétaire est Raymondos. Tu as cherché son nom? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Oui, c'est vrai. Raymondos était une figure bien connue dans certains milieux. Ses entreprises évoluaient dans des zones grises du droit, prêts abusifs, pratiques de recouvrement de créances qui contournaient les limites de la légalité. Il a fait l'objet de plusieurs enquêtes, mais n'a jamais été poursuivi avec succès. Alors pourquoi ma mère louerait une propriété à quelqu'un comme ça? C'est là que tout se résume, je pense. D'après les preuves que nous avons recueillies, je pense que votre mère devait disparaître rapidement et complètement, a déclaré l'inspecteur Van. Les opérations de Raymondos consistaient notamment à aider les gens à faire exactement cela, moyennant finance. Cet entrepôt était probablement un point de transition, un endroit où les gens se rendaient pour obtenir une nouvelle identité avant de partir. Tu crois qu'elle est allée là-bas pour changer d'identité, demanda Ethan, incrédule. Pour commencer une nouvelle vie. C'est logique vu le timing, répondit l'inspecteur. Le bail date de 3 mois après sa disparition. Cela lui laisserait le temps de prendre des dispositions, éventuellement avec un nouveau partenaire. Quel nouveau partenaire, demanda Ethan. Rien ne prouve qu'elle fréquentait quelqu'un. Les lunettes de soleil qu'on a trouvées dans la voiture, lui rappela l'inspecteur Van. Des lunettes de soleil pour homme avec le nom Ronald gravé sur l'une des branches. Ethan faillit lâcher le téléphone. Ronald, répéta-t-il, son pouce accélérant. Tu es sûr que c'était Ronald? Bien sûr, confirma l'inspecteur. Qu'est-ce que ce nom vous dit? L'esprit d'Ethan s'emballait.
Le gardien de l'entrepôt avait mentionné Ronald, dit qu'il s'occupait des affaires d'Arvedos, et avait demandé à Ethan de revenir le lendemain pour le rencontrer. Était-il possible qu'il s'agisse du même Ronald dont les lunettes de soleil avaient été retrouvées dans la voiture de Catherine? Ethan, demanda l'inspecteur Van. Tu es toujours là. Je suis là, répondit-il finalement. J'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. Après avoir trouvé le contrat de location, je me suis rendu à l'adresse indiquée. Que as-tu fait? La voix de l'inspecteur s'éleva brusquement. Ethan, c'était incroyablement imprudent. S'il y a un lien entre la disparition de ta mère et les opérations de Raymond Doss. Je sais, coupa Ethan. Mais j'ai appris quelque chose. Il y avait un agent de sécurité, et quand j'ai mentionné le nom de ma mère, il a réagi. Il savait qui elle était, inspecteur. Et il a mentionné un certain Ronald qui travaille là-bas ou peut-être le même Ronald dont les lunettes de soleil étaient dans la voiture de maman. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lorsque l'inspecteur Van reprit la parole, sa voix était mesurée et maîtrisée. Ethan, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ces gens sont dangereux. S'ils sont impliqués dans la disparition de ta mère, ils n'hésiteront pas à se protéger. Je ne veux plus que tu t'approches de cet entrepôt. Compris, mais... Sans hésiter, l'interrompit fermement l'inspecteur. L'enquête policière est désormais en cours. Nous la mènerons comme il se doit, avec mandat et renfort. Votre implication pourrait tout compromettre, sans parler de vous mettre en grave danger. Ethan serra plus fort le téléphone. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Juste m'asseoir et attendre? C'est exactement ce que vous êtes censé faire, confirma l'inspecteur Van. J'apprécie que vous ayez partagé cette information, mais maintenant, je veux que vous preniez du recul et que vous nous laissiez faire notre travail. Le gardien m'a dit de revenir demain pour rencontrer Ronald, a déclaré Ethan. C'est peut-être notre seule chance de découvrir ce qui est arrivé à ma mère. Absolument pas, dit fermement l'inspecteur. Vous ne devez en aucun cas y retourner. Nous enverrons un agent infiltré pour une surveillance. Il existe des procédures appropriées pour ce genre de situation. Ethan savait que l'inspecteur avait raison, mais l'idée d'attendre ou de perdre leur seule piste après 14 ans d'absence lui était insupportable. Malgré tout, il reconnaissait le danger pour lui-même et pour toute enquête potentielle. D'accord, concéda-t-il. Je n'y retournerai pas. Merci, dit l'inspecteur Van, le soulagement perceptible dans la voix. Je vais passer quelques coups de fil, mettre les choses en route. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation, promis. Une dernière chose, dit Ethan avant que l'inspecteur ne puisse raccrocher. Sachez que mon père et mes frères et sœurs sont également en danger. Si ces gens réalisent que nous enquêtons, je ferai en sorte que des voitures de patrouille passent régulièrement devant chez toi et chez ton père, lui assura l'inspecteur Van. Repose-toi, Ethan, et éloigne-toi de cet entrepôt. Après avoir raccroché, Ethan resta assis dans sa voiture garée pendant plusieurs minutes, évaluant ses options. Les avertissements de l'inspecteur étaient logiques et le danger réel. Mais 14 années de questions, à se demander ce qui était arrivé à sa mère, à être le seul à croire qu'elle ne les avait pas abandonnés volontairement ou tout cela contraignit la partie rationnelle de son cerveau qui l'incitait à la prudence. Finalement, il gara sa voiture sur le parking de son appartement, sachant qu'il lui serait impossible de dormir, mais conscient qu'il devait réfléchir attentivement à sa prochaine décision. Quelle que soit sa décision, une chose était sûre, il était plus proche que jamais de la vérité sur la disparition de sa mère. Le matin arriva avec une clarté qui avait échappé à Ethan durant sa nuit agitée. Après s'être retourné dans tous les sens pendant des heures, il s'était finalement endormi d'un sommeil agité vers 4 heures, avant d'être réveillé par la sonnerie de son téléphone à 7h30. L'appelant affichait le numéro de l'inspecteur Van. « Je viens te chercher », dit l'inspecteur sans préambule lorsqu'Ethan répondit. « On va à cet entrepôt, mais on le fait à ma façon. Sois prêt dans 15 minutes. » Fidèle à sa parole, l'inspecteur Van s'arrêta devant l'immeuble d'Ethan exactement 15 minutes plus tard.
Il conduisait une voiture de police banalisée, vêtu en civil plutôt que de son costume habituel, un jean, une chemise délavée et une veste en cuir usé qui lui donnait davantage l'air d'un ouvrier du bâtiment que d'un inspecteur. Ethan monta sur le siège passager et remarqua immédiatement que l'inspecteur n'était pas seul. À l'arrière était assis un autre homme, également en civil, que Van présenta simplement comme l'agent Miller, appui tactique. « J'ai passé la nuit à coordonner ça », expliqua l'inspecteur Van en s'éloignant du trottoir. « D'après ce que vous m'avez dit au sujet de Raymond Doss et de son fils Harvey, nous considérons cette situation comme potentiellement dangereuse. J'ai des agents en civil postés à des endroits stratégiques autour de l'entrepôt, et une équipe tactique est en alerte à quelques pâtés de maison. On ne devrait pas prendre ma voiture, suggéra Ethan. Le garde l'a vu hier soir, ça paraîtra peut-être moins suspect. L'inspecteur Van réfléchit un instant, puis hocha la tête. Vous avez raison. On échangera les véhicules au prochain parking. 10 minutes plus tard, ils étaient montés dans la voiture d'Ethan, avec Ethan au volant et l'inspecteur Van sur le siège passager. L'agent Miller restait dans la voiture de police banalisée, qui allait désormais faire partie du périmètre de surveillance. N'oubliez pas, vous ne devez pas sortir de la voiture sans mon autorisation expresse, leur ordonna l'inspecteur Van en approchant de la zone industrielle où se trouvait l'entrepôt. Je vous autorise à venir uniquement parce que vous avez déjà pris contact et que votre présence paraîtra moins suspecte. Mais il s'agit d'une opération policière, pas d'une enquête familiale. Ethan hocha la tête, la bouche sèche d'impatience et de nervosité. Alors qu'il s'engageait dans la rue menant à l'entrepôt, il aperçut le même pick-up garé devant, là où il était la veille au soir, mais quelque chose avait changé. L'endroit semblait plus calme, plus immobile. Quelque chose cloche, murmura l'inspecteur Van, son regard expérimenté scrutant la propriété. Aucun mouvement, aucun véhicule, sauf ce camion. Ethan se gara sur le parking en gravier à peu près au même endroit que la veille. Ils restèrent assis un moment à observer l'entrepôt. Les fenêtres étaient toujours occultées, mais contrairement à la veille, aucune lumière n'était visible à l'intérieur. « Attendez ici », dit l'inspecteur Van en posant la main sur l'arme dissimulée sous sa veste. « Je vais jeter un coup d'œil. Si je vous fais signe de partir, partez immédiatement et rejoignez l'agent Miller au point de rendez-vous. » Ethan observa l'inspecteur s'approcher du bâtiment, se déplaçant avec l'efficacité éprouvée de quelqu'un formé à l'évaluation des situations dangereuses. Van inspecta d'abord le pick-up, jetant un coup d'œil par les vitres avant de se diriger vers l'entrée latérale par laquelle Ethan avait vu le garde sortir. Après avoir essayé la porte et constaté qu'elle était déverrouillée, l'inspecteur Van disparut à l'intérieur du bâtiment. 5 minutes passèrent, puis 10. L'anxiété d'Ethan grandissait à chaque instant, ses doigts tambourinant nerveusement sur le volant. Finalement, l'inspecteur Van réapparut à l'entrée, faisant signe à Ethan de le rejoindre. Contre son gré, mais poussé par le besoin de savoir, Ethan sortit de la voiture et traversa précipitamment le parking en gravier. « C'est vide », dit l'inspecteur Van à l'approche d'Ethan. « Complètement vidé. Ils ont dû partir précipitamment après votre visite hier soir. » Ethan suivit le détective dans l'entrepôt, une odeur de poussière et d'abandon lui emplissant les narines. L'intérieur était caverneux et presque vide, avec des signes évidents que le matériel et le mobilier avaient été récemment retirés, des rectangles propres sur le sol poussiéreux, des supports vides sur les murs où des étagères avaient été fixées, des câbles sectionnés suspendus au plafond. Il manigançait clairement quelque chose ici, observa l'inspecteur Van en désignant une section de l'entrepôt où des cloisons créaient des pièces séparées. Regardez ces logements de fortune, ces postes de travail. C'était bien plus qu'un simple espace de stockage. Ethan se déplaçait lentement dans l'espace, essayant d'imaginer sa mère ici, de comprendre quel lien elle avait pu avoir avec cet endroit. Avait-elle été retenue contre son gré? Était-elle venue ici volontairement pour chercher de l'aide pour disparaître? Ou y avait-il une toute autre explication? Par ici, appela l'inspecteur Van de l'autre côté de la pièce. Accroupi près d'un bureau renversé, il examinait quelque chose par terre. Ethan le rejoignit et trouva l'inspecteur tenant une photographie qui avait apparemment glissé sous le bureau lors de l'évacuation précipitée.
On y voyait un cargo amarré à ce qui semblait être un port industriel, son nom, Horizon Est, étant clairement visible sur la coque. « Retourne là », dit le détective Van en tendant la photo à Ethan. Au dos se trouvaient des informations manuscrites, le nom du navire, un horaire de départ daté de la semaine suivante et une liste partielle de noms, dont Elizabeth C. et Ronald M. Il prévoit de transporter des personnes sur ce navire, dit l'inspecteur Van en sortant son téléphone, et d'après cette liste, votre mère pourrait bien être l'une d'elles. Il contacta immédiatement son équipe par radio, demandant une opération de recherche au port et fournissant le nom du cargo. C'est désormais la priorité absolue, ordonna-t-il. Nous devons localiser l'Eastern Horizon et empêcher son départ. Alerter la patrouille portuaire et les gardes-côtes. Se tournant vers Ethan, il ajouta, il faut qu'on se mette en route. Si Ronald et ses hommes sont partis hier soir, ils ont peut-être accéléré leur planning. Le navire pourrait se préparer à partir plus tôt que prévu. Alors qu'il regagnait précipitamment la voiture, l'inspecteur Van passa un autre appel, demandant cette fois aux policiers de vérifier l'état de Dan et du reste de la famille. Après votre visite d'hier soir, ces gens savent que quelqu'un pose des questions. Nous devons nous assurer que votre famille est en sécurité. Ethan ressentit une vague de peur pour ses frères et sœurs et son père. Je n'y avais pas pensé, admit-il. J'étais tellement concentré sur ma recherche de maman. Appelez-les, ordonna l'inspecteur Van tandis qu'il remontait dans la voiture d'Ethan. Appelez chacun d'eux individuellement et expliquez-leur ce qui se passe. Dites-leur de rester où ils sont et que des agents viendront sécuriser leurs emplacements. Alors qu'il roulait vers le port, Ethan obéit, appelant d'abord son père, puis chacun de ses frères et sœurs à tour de rôle, répétant l'avertissement et les instructions. Dan était choqué et furieux. Mark et Léa étaient sceptiques. Aldi était perplexe, mais tous acceptèrent de suivre les conseils du détective. Ils sont tous prévenus, rapporta Ethan à l'inspecteur Van alors qu'ils approchaient du port. Mais je ne suis pas sûr qu'ils croient vraiment au danger. Mieux vaut prévenir que guérir, répondit l'inspecteur d'un ton sombre. Si Ronald et l'opération DOS sont aussi dangereux que je le soupçonne, ils n'hésiteront pas à utiliser votre famille comme moyen de pression s'ils se sentent acculés. Le port apparut, un vaste port industriel avec de nombreuses jetées s'avançant dans les eaux grises de la baie. Des cargos de toute taille étaient amarrés le long des quais, chargeant ou déchargeant leurs marchandises, tandis que de plus petits navires naviguaient dans les chenaux qui les séparaient. Alors qu'ils approchaient du portique de sécurité principal, l'inspecteur Van a présenté son badge aux gardes, expliquant qu'il participait à une opération de police. Le garde leur a fait signe de passer et les a dirigés vers la capitainerie. À l'intérieur, ils découvrirent une activité intense. Plusieurs officiers étaient déjà sur place, en coordination avec les responsables du port pour localiser l'Eastern Horizon. Quel est l'état des lieux ? Demanda l'inspecteur Van en s'approchant d'un officier en uniforme qui semblait diriger l'opération. L'Eastern Horizon a quitté le port hier soir, rapporta l'officier, l'air sombre. Près de 12 heures avant l'heure de départ annoncée. L'autorité portuaire a accordé le départ anticipé en raison des conditions météorologiques préoccupantes, bien que les bulletins météorologiques n'indiquent aucun système météorologique significatif dans la zone. Il savait, dit Ethan, la prise de conscience le frappant avec une force fulgurante. Ils ont su qu'on les traquait dès que j'ai posé des questions sur ma mère hier soir. L'inspecteur Van posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. On n'abandonne pas. Les patrouilleurs du port sont déjà à nos trousses, et nous avons alerté les gardes-côtes. Ce navire n'a pas dû aller bien loin en 12 heures. Et ici, demanda Ethan en désignant les quais. Il ne pourrait pas y avoir encore des gens de Ronald dans le coin. Nous avons une longueur d'avance sur vous, répondit l'officier. Nous avons arrêté plusieurs dockers impliqués dans le départ précipité de l'Eastern Horizon. Ils sont actuellement interrogés. L'inspecteur Van hocha la tête en signe d'approbation. Bon travail. Allons au poste. Je veux assister à ces interrogatoires. Le trajet jusqu'au commissariat fut tendu, l'inspecteur Van étant constamment au téléphone pour coordonner l'enquête en cours.
il recevait régulièrement des nouvelles des recherches de l'Eastern Horizon ou des rapports sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger la famille Dorson. Ils ont le navire à l'œil, a-t-il rapporté après un de ses appels. Des avions des gardes-côtes l'ont repéré à une centaine de mètres au large, se dirigeant vers le sud. Ils envoient des navires pour l'intercepter. Ethan serra plus fort le volant, l'esprit bourdonnant d'idées. Sa mère pouvait-elle vraiment être sur ce navire? Après 14 ans, était-il enfin sur le point de la retrouver? À leur arrivée au poste, ils ont trouvé l'endroit bouillonnant d'activité. Les agents circulaient avec détermination entre les services, les téléphones sonnaient sans arrêt et une atmosphère d'urgence régnait dans le bâtiment. À la surprise d'Ethan, toute sa famille était là, assise dans une salle d'attente. Dan, dans son fauteuil roulant, semblait désemparé et fatigué, Ellie se tenait derrière lui, protectrice, Mark et Léa étaient assis côte à côte, leurs expressions mêlant inquiétude et scepticisme, et Aldi s'agitait nerveusement sur sa chaise. « Que faites-vous ici » demanda Ethan en s'approchant d'eux. « Je croyais que vous restiez à la maison. »« La police nous a fait venir par précaution » expliqua Mark, debout face à son frère. « Ils ont dit que ce serait plus facile de nous protéger tous au même endroit. »« Nous protéger de quoi, exactement » demanda Léa, les bras croisés sur la défensive. « Ethan, qu'as-tu fait » Avant qu'Ethan puisse répondre, l'inspecteur Van s'avança. « Votre frère a peut-être découvert la vérité sur la disparition de votre mère, dit-il d'un ton professionnel mais bienveillant. Et cette vérité pourrait être dangereuse pour vous tous. » Il a rapidement informé la famille de ce qu'ils avaient découvert, l'entrepôt, la photo du cargo, les noms sur la liste et la possibilité que Catherine ait été forcée de travailler pour Ronald et l'opération DOS. « Tu dis donc que maman ne nous a pas quittés volontairement » demanda Ellie d'une voix douce et pleine d'espoir. « D'après les preuves que nous avons recueillies, il semble que votre mère ait été impliquée dans une organisation criminelle dirigée par Raymond Doss et son fils Harvey, a expliqué l'inspecteur Van. Nous pensons qu'elle a été contrainte de travailler pour eux, peut-être en raison d'une dette ou d'une autre forme de coercition. Ça n'a aucun sens, objecta Mark. Maman n'avait pas de dette. Papa gérait toutes les finances à l'époque. Dan, resté silencieux jusque-là, s'éclaircit la gorge. Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris. Ce n'est pas tout à fait vrai, dit-il doucement. Après mon accident, les frais médicaux étaient exorbitants. Notre assurance ne couvrait pas tout, poursuivit Dan, la voix tendue par l'effort de la confession. Catherine était désespérée. Elle a essayé d'obtenir des prêts bancaires, mais nous avions déjà atteint le plafond de notre crédit. J'étais à l'hôpital, puis en cure de désintoxication. Je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait pour nous maintenir à flot. Papa, dit Ethan en s'agenouillant à côté du fauteuil roulant de son père, tu veux dire que maman aurait pu emprunter de l'argent à quelqu'un comme Raymond Doss? Dan hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Elle m'a dit une seule fois, qu'elle avait trouvé un moyen de régler les factures. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle s'en était occupée. J'étais tellement concentré sur ma convalescence, sur la douleur, que je n'ai pas posé de questions. J'aurais dû en poser. L'inspecteur Van prit une chaise et s'assit en face de Dan. Monsieur Dawson, ceci est très important, votre femme a-t-elle déjà mentionné des noms Raymond Doss, Ronald ou quelqu'un lié au prêt? Dan secoua la tête. Pas de nom précis. Mais environ une semaine avant sa disparition, elle avait dit, tout ce que je fais, je le fais pour nous. Je pensais qu'elle était juste stressée, qu'elle exagérait à cause de la pression qu'on subissait. Je n'aurais jamais imaginé. Sa voix se brisa, et Ellie posa une main réconfortante sur son épaule. Les hommes que nous avons arrêtés au port sont actuellement interrogés, a déclaré l'inspecteur Van, s'adressant à toute la famille. Nous espérons qu'ils pourront nous fournir davantage d'informations sur l'Eastern Horizon et nous dire si votre mère pourrait être à bord. Je veux leur parler, dit fermement Ethan. L'inspecteur Van hésita. Ce n'est pas la procédure habituelle, Ethan. S'il vous plaît. Ethan a insisté, c'est moi qui ai parlé aux gardes de l'entrepôt. Je pourrais reconnaître quelqu'un,
où il pourrait me reconnaître. Après un moment de réflexion, l'inspecteur Van hocha la tête. D'accord, mais juste en tant qu'observateur. C'est moi qui parle. Il conduisit Ethan dans un couloir jusqu'à une pièce où il pouvait suivre les interrogatoires à travers un miroir sans teint. Dans la pièce adjacente, un homme d'âge moyen, habillé comme un docker, était assis, menotté à une table, interrogé par 2 agents. Ce n'est pas le garde que j'ai rencontré, dit Ethan en étudiant l'homme. Ils ont observé pendant plusieurs minutes le docker refuser obstinément de fournir des informations au-delà de son nom et de son emploi au port. Essayons le suivant, a suggéré le détective Van, après qu'il soit devenu clair qu'il n'obtiendrait rien d'utile de ce suspect. Dans la 2e salle d'interrogatoire, ils trouvèrent un homme âgé en train d'être interrogé, et Ethan se tendit aussitôt. « C'est lui, dit-il d'un ton pressant. C'est le garde de l'entrepôt. » L'inspecteur Van observa l'homme à travers la vitre. « Vous êtes sûr ? » « Positif, confirma Ethan. C'est lui qui m'a parlé de Ronald. » Le détective hocha la tête pensivement. « Écoutons. » Contrairement au docker, le garde semblait presque détendu malgré la situation, répondant aux questions avec un calme détaché qui confinait à l'amusement. Interrogé sur son emploi, il avoua volontiers travailler pour Arvedos comme agent de sécurité. Interrogé sur l'Eastern Horizon, il affirma ignorer sa cargaison ni sa destination. Il ment, marmonna Ethan. Il savait pour ma mère. Il a presque admis sa présence. L'inspecteur Van observa l'interrogatoire quelques minutes encore avant de prendre une décision. J'y vais. Restez ici et observez. Ethan observa l'inspecteur Van entrer dans la salle d'interrogatoire, se présenter aux autres agents et prendre place en face du garde. L'approche de l'inspecteur était différente, moins conflictuelle, plus conversationnelle. Tu sais que nous surveillons cet entrepôt depuis un moment, dit Van avec désinvolture, même si Ethan savait que c'était un mensonge. Bluff, nous avons identifié la plupart des personnes détenues là, y compris Catherine Dawson. L'expression du garde ne changea pas, mais une légère tension apparut dans ses épaules. Nous savons qu'elle était forcée de travailler pour DOS, probablement à cause d'un prêt qu'elle ne pouvait pas rembourser. Le détective Van a poursuivi, ce que nous ne savons pas, c'est si elle est toujours en vie et si elle est sur ce navire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, répondit le garde d'un ton neutre. C'est intéressant, dit l'inspecteur Van en se penchant légèrement en avant, parce que vous semblez savoir exactement qui elle était. Quand son fils a mentionné son nom hier soir. Une lueur de reconnaissance traversa le visage du garde, vite réprimé. Son fils est ici, au fait, ajouta l'inspecteur. Il vous a immédiatement identifié, et laissez-moi vous dire qu'il est bien décidé à retrouver sa mère après avoir cru pendant 14 ans qu'elle l'avait abandonné, lui et sa famille. Le garde resta silencieux, mais ses yeux se tournèrent brièvement vers le miroir. Voilà le truc, poursuivit l'inspecteur Van, la voix plus dure. On va rattraper ce navire. Les gardes-côtes sont déjà à leur trousse, et quand on y sera, tout le monde à bord va commencer à parler pour sauver sa peau. Ronald Arvedos, ils vous jetteront sous un bus en un clin d'œil pour réduire leur propre peine. Le sang-froid du garde finit par se fissurer. Il remua sur son siège, le regard baissé vers la table. Vous risquez une peine sévère. L'inspecteur Van insista, enlèvement, séquestration, probablement trafic d'êtres humains. Mais si vous nous aidez maintenant, si vous nous dites où va ce navire et si Catherine Dawson est à bord, je pourrai en parler au procureur. Le garde resta silencieux un long moment, puis il poussa un profond soupir, celui d'un homme effectuant un calcul difficile. Je suis vieux, dit-il finalement. Je suis malade. La prison, c'est juste un endroit comme un autre où mourir. Alors pourquoi ne pas faire une bonne action avant de partir, suggéra l'inspecteur Van. Aider une famille à retrouver sa mère. Le garde réfléchit, puis se pencha en avant et parla doucement. Je ne peux pas vous dire où va le navire. Je ne sais vraiment pas, ces informations sont cloisonnées. Mais je peux vous donner accès à quelque chose qui pourrait vous être utile. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une application, un système de messagerie sécurisé que nous utilisons.
Mon identifiant fonctionne peut-être encore. Il y a un traceur GPS pour le navire et des caméras de sécurité à bord. C'est comme ça que Ronald garde un œil sur tout. L'inspecteur Van se redressa visiblement. Et vous êtes prêt à me donner cet accès? Le garde hocha lentement la tête. Comme je l'ai dit, je vais mourir de toute façon. Autant faire quelque chose de bien, pour une fois. L'inspecteur Van glissa un bloc-notes sur la table. Notez les informations de connexion, tout ce dont nous avons besoin pour y accéder. Alors que le garde commençait à écrire, Ethan ressentit une bouffée d'espoir comme il n'en avait jamais ressenti en 14 ans. Pour la première fois, il avait la preuve concrète que sa mère ne les avait pas abandonnés et qu'elle était peut-être encore en vie. L'inspecteur Van sortit de la salle d'interrogatoire avec une satisfaction sombre, serrant les identifiants du garde à la main. Apportons ça immédiatement à l'équipe technique, dit-il à Ethan tandis qu'il s'élançait dans le couloir. Si cette application fonctionne comme il le dit, nous pourrions peut-être localiser le vaisseau et même obtenir une confirmation visuelle de qui est à bord. Ils se dirigèrent vers une pièce où plusieurs agents étaient assis devant des ordinateurs, travaillant avec une intensité débordante. L'inspecteur Van remit les identifiants de connexion à un technicien, lui expliquant leur importance. Nous devons accéder à cette application sans alerter les personnes qui surveillent le système, ordonna-t-il. Pouvez-vous faire ça? Le spécialiste étudia les informations, puis hocha la tête avec assurance. Je devrais pouvoir créer une session miroir qui ne déclenchera aucune alerte de sécurité. Accordez-moi quelques minutes. Ethan et l'inspecteur Van retournèrent dans la salle d'attente, où se trouvait le reste de la famille Dawson. À mesure qu'ils approchaient, Ethan lisait la tension sur chaque visage, l'espoir se mêlant à l'incrédulité, la peur de la déception après tant d'années de résignation. « As-tu appris quelque chose ?» demanda Mark, debout à leur entrée. « Potentiellement, » répondit prudemment l'inspecteur Van. Le garde nous a donné accès à une application qui pourrait nous aider à localiser le navire et à confirmer qui est à bord. Notre équipe technique travaille dessus. Et tu crois vraiment que maman est en vie? Demanda Aldi, son jeune visage mêlant confusion et espoir désespéré. Qu'elle ne nous a pas quittés exprès? On dirait bien, dit Ethan doucement. Papa vient de nous parler des frais médicaux, et comment maman essayait de trouver de l'argent pour les payer. Ça paraît logique maintenant, elle a peut-être emprunté à DOS, n'a pas pu rembourser, et ils l'ont forcé à travailler pour eux. Mais ces organisations fonctionnent en isolant les gens, a expliqué l'inspecteur Van. Elles séparent les familles, recourent aux menaces et à la coercition pour maintenir le contrôle. Si Catherine pensait que vous contactez la mettrait en danger, elle aurait peut-être évité de vous contacter pour vous protéger. Dan tendit la main pour saisir celle d'Ethan, les yeux remplis de larmes. J'aurais dû m'en douter, murmura-t-il. Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'elle nous avait abandonnés parce que j'étais brisé, parce que je ne pouvais plus m'occuper de notre famille. Aucun de nous ne le savait, papa, le rassura Ethan en serrant la main de son père. Mais on va la retrouver maintenant. On va la ramener à la maison. Le téléphone de l'inspecteur Van sonna, interrompant ce moment d'émotion. Il répondit rapidement, écoutant attentivement avant de dire « On arrive tout de suite ». Se tournant vers la famille, il annonça « L'équipe technique a accédé à l'application. Ils veulent que nous soyons tous dans la salle informatique immédiatement. » Ils avancèrent en groupe dans le couloir, le fauteuil roulant de Dan poussé par Mark tandis qu'Ellie et Léa marchaient de chaque côté de leur père, protectrice et encourageante. Aldi resta près d'Ethan, levant de temps à autre les yeux vers son frère aîné avec un respect retrouvé. Le laboratoire informatique était une grande salle remplie d'écrans, de serveurs et de matériel technique. Le spécialiste qui travaillait sur l'application les fit signe de se diriger vers un poste de travail central, où un grand écran affichait ce qui ressemblait à une carte avec un point clignotant se déplaçant lentement sur une étendue bleue. C'est l'horizon expliqua le spécialiste en désignant le point. D'après le traceur GPS, il se trouve à environ 190 km au large et se dirige vers le sud-sud-est. Nous avons déjà transmis ces coordonnées aux gardes-côtes. Pouvez-vous accéder aux caméras de sécurité? Demanda l'inspecteur Van. Le spécialiste hocha la tête et tapa rapidement.
L'application a un accès limité à certains flux de sécurité, principalement dans les zones de travail plutôt que dans les quartiers privés. Je les consulte en boucle. Le grand écran se divisait en plusieurs écrans plus petits, chacun montrant une zone différente du navire. La plupart montraient des cales, des couloirs ou des espaces mécaniques, mais quelques-uns montraient ce qui semblait être des ateliers improvisés où des personnes, principalement des femmes, étaient assises à des tables ou devant des ordinateurs. « Arrête », dit soudain Ethan en désignant l'un des flux. « Tu peux agrandir celui-là. » Le spécialiste a agrandi le flux indiqué pour remplir l'écran. Il montrait une pièce avec plusieurs femmes assises devant des ordinateurs, le visage à moitié détourné de la caméra pendant qu'elles travaillaient. « Peux-tu zoomer sur cette femme au fond » demanda Ethan, le cœur battant. Alors que l'image s'agrandissait et s'améliorait, un étonnement collectif s'éleva dans la famille Dawson. Bien qu'elle ait 14 ans de plus, les cheveux grisonnants et le visage plus fin que dans leurs souvenirs, il était impossible de se méprendre sur la femme qui travaillait à l'ordinateur. « Maman » murmura Ellie, les larmes coulant sur son visage. Dan tendit une main tremblante vers l'écran, comme pour tenter de toucher sa femme par-delà les kilomètres qui les séparaient. « Catherine » murmura-t-il d'une voix brisée. L'inspecteur Van a immédiatement pris son téléphone pour transmettre la confirmation aux équipes des gardes-côtes qui poursuivaient le navire. « Nous avons la confirmation visuelle d'au moins une victime d'enlèvement à bord. » Je répète, confirmation visuelle de Catherine Dawson, disparue depuis 14 ans. Soyez prudents, il y a plusieurs victimes potentielles à bord. S'adressant à la famille Dawson, il expliqua, les gardes-côtes devraient intercepter le navire. Ils sécuriseront le navire et évacueront tous les passagers en toute sécurité. Nous devrons maintenir le silence radio afin d'éviter d'alerter quiconque à bord pourrait écouter les communications. Que faisons-nous maintenant ? Demanda Mark, son scepticisme initial complètement dissipé face aux preuves irréfutables que leur mère était en vie. Nous attendons, répondit simplement le détective Van, et nous préparons le retour de votre mère. Dan était assis en silence dans son fauteuil roulant, des larmes coulant parfois sur ses joues tandis qu'il contemplait l'image de sa femme. Ellie et Léa se serraient l'une contre l'autre, parfois chuchotant, parfois se tenant simplement la main pour un soutien silencieux. Mark arpentait la pièce, son côté pratique cherchant à s'exprimer dans le mouvement. Aldi alternait entre s'asseoir à côté de son père et rejoindre Ethan, qui se tenait résolument près de l'écran principal, refusant de détourner le regard plus de quelques secondes. « Je le savais », dit doucement Ethan à l'inspecteur Van, alors qu'il se tenait légèrement à l'écart des autres. « Pendant toutes ces années, j'ai su qu'elle ne nous aurait jamais quittés de son plein gré. »« Tu ne l'as jamais abandonnée » a observé le détective. « Ce genre de foi est rare », le corrigea Ethan. « C'est elle qui ne nous a jamais abandonnés. Quoi qu'il lui soit arrivé, quoi qu'il lui ait fait, elle a survécu 14 ans. Elle a survécu. » Dans le silence de cet instant, entouré des preuves de la survie de leur mère, Ethan a compris quelque chose de profond sur la nature des liens familiaux. La foi ne consistait pas simplement à croire sans preuve, c'était s'accrocher à la vérité alors que tout autour de lui suggérait le contraire. Pendant 14 ans, sa famille s'était fracturée sous le poids de l'abandon, chaque membre se forgeant sa propre armure contre la douleur. Pourtant, sous cette armure, le lien subsistait, attendant d'être reforgé. Alors qu'il se tenait au bord des retrouvailles, Ethan comprit que le courage ne consistait pas à affronter les dangers extérieurs, mais à affronter la peur de l'espoir lui-même, la vulnérabilité terrifiante de croire que les choses brisées pouvaient être réparées. Leur mère avait enduré la captivité pour les protéger. Maintenant, ils allaient braver l'inconnu pour la ramener à la maison. Quels que soient les défis qui les attendaient sur ce cargo, ils les affronteraient ensemble non plus comme des fragments d'une famille brisée, mais comme ce qu'ils avaient toujours été sous les cicatrices et le silence, une constellation de vie liée par un fil d'amour indestructible que ni le temps ni la distance ne pouvaient rompre.